Bonjour et bienvenue sur Préhistoria. Moi, c'est Mathéo. Cette chaîne aura pour thème le règne animal préhistorique et plus particulièrement les dinosaures. Au fil des épisodes, je vous présenterai différentes espèces en essayant de vous enlever certaines idées reçues que la culture populaire et le cinéma, entre autres, ont véhiculées. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un dinosaure ? Les dinosaures sont un superordre de vertébrés diapsides, les archosaures, qui comptent dans leur famille les reptiles, les oiseaux et donc les dinosaures. On trouve les premières traces durant le Ladinien, dernier étage du Trias moyen. Nous reviendrons plus en détail sur les aires géologiques, mais essayons de situer tout ça sur une échelle de temps. Les dinosaures, sous toutes les formes qu'on connaît aujourd'hui, ont vécu et ont disparu durant le Mésozoïque. Cette ère se divise en trois grandes parties: le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Le Trias débute il y a 251 millions d'années. Après une durée de 52 millions d'années, il laisse sa place au Jurassique, qui débute il y a 199 millions d'années. Il prend fin 46 millions d'années plus tard pour finir avec le Crétacé qui lui s'étalera sur 80 millions d'années. Ce sera la période la plus longue des trois qui verra apparaître certains des plus célèbres dinosaures et qui se termine il y a 65 millions d'années en emportant avec lui la majorité d'entre eux. Ça fait beaucoup de millions d'années, mais vous l'avez compris, on ne parle pas d'avant-hier. Petit fait intéressant, certains dinosaures sont plus proches de nous, l'homme, que de certains dinosaures. En effet, le tyrannosaure est éloigné de nous de 65 millions d'années, et le stégosaure est séparé par le tyrannosaure de 70 millions d'années. Ça vous donne une petite idée de l'incroyable règne des dinosaures sur Terre. Nous ne sommes que les derniers locataires de cette planète, arrivés il y a très peu de temps, et il serait bien de s'en rappeler de temps en temps. Le terme dinosaure vient du grec ancien dainos, qui veut dire terriblement, et sauros, lézard. Ce nom a été proposé par le paléontologue anglais Richard Owen en 1842. Mais dinosaure ne veut pas dire terrible lézard, comme on peut le lire par-ci par-là. Ça veut bien dire lézard terriblement grand. Il faut savoir, dans un premier temps, que depuis toujours les hommes ont trouvé des fossiles. Les premières traces viennent des Chinois, qui à environ 2600 ans auraient trouvé les premiers restes. Ils auraient alors pris ça pour des os de dragon. Mais c'est seulement depuis le 19e siècle que les scientifiques ont identifié et étudié ces fossiles. C'est le géologue Mantel qui en 1822 découvrit le premier fossile qu'il identifia comme dinosaure et appela sa première découverte iguanodon. S'ensuivit une incroyable chasse aux fossiles et c'était un peu à celui qui trouvera le plus gros. La première exposition de fossiles reconstitués a eu lieu le 10 juin 1854 à Londres au parc Crystal Palace. Mais alors, qu'est-ce qui permet de classer un fossile dans les dinosaures et pas dans les reptiles ? Il faut dans un premier temps savoir que bon nombre de créatures que l'on prend généralement pour des dinosaures n'en sont pas. Je prends pour exemple, pour ne citer que les plus célèbres, le mosasaure ou le plésiosaure, qui eux sont des reptiles marins, ou encore toutes les espèces de ptérosaures qui eux, encore une fois, ne sont pas des dinosaures. Ce qu'il faut aussi se figurer, c'est que cette époque, il n'y avait pas que des dinosaures. Certes, ils étaient très nombreux, mais la Terre à cette époque était aussi foisonnante de diversité qu'elle peut l'être aujourd'hui, comptant de nombreux reptiles, insectes en tout genre. Donc, si nous voulons reconnaître un dinosaure du reste de ses contemporains, nous allons devoir un tout petit peu rentrer dans les détails anatomiques. La classification moderne est basée sur ce qu'on appelle la cladistique. C'est une méthode de classement inventée par l'entomologiste Will Henning. Il identifie 9 homologies, une homologie étant une ressemblance anatomique entre plusieurs espèces provenant d'un ancêtre commun. Sans rentrer dans les détails chiants et inutiles, nous allons énumérer rapidement ces 9 points. Petit schéma. Les vomères, ou os du palais. Ils s'étendent du bout du museau jusqu'à la cavité qui se situe devant l'orbite oculaire. Il faut au moins 3 vertèbres soudées entre elles qui constituent le sacrum. Une cavité glénoïde tournée vers l'arrière, c'est la cavité de l'épaule où se place l'humérus. Cette position vers l'arrière les distingue des crocodiles par exemple, qui eux l'ont en position latérale, ce qui fait qu'ils ont des pattes sur les côtés et pas directement en dessous. L'humérus quant à lui doit posséder une crête deltopectorale, mesurant entre un tiers et la moitié de la longueur du corps de l'humérus, ce qui permet d'avoir des muscles releveurs du bras. Le 4e doigt de la main, quand il existe, ne possède que 3 phalanges. Il arrive encore parfois que dans certains musées, cette erreur de montage n'ait pas été corrigée. L'acétabulum, ou cavité de la hanche, doit être largement ou complètement ouvert. La tête du fémur doit être en forme de boule. Arrive ensuite un processus ascendant de l'astragale, l'astragale étant un os du tarse dans le pied. Et enfin, le péroné doit être réduit par rapport au tibia, bien que difficilement identifiable chez les lourds sauropodes. Ces 9 points sont communs et permettent d'identifier un dinosaure.
On comptabilise aujourd'hui entre 630 et 650 genres de dinosaures, qui à eux tous rassemblent plusieurs milliers d'espèces. Il faut savoir que des dizaines de nouvelles espèces sont découvertes chaque année, mais il est à l'heure actuelle impossible de se figurer le nombre exact. Il ne sera bien entendu jamais possible de se faire une idée précise du nombre d'espèces ayant vécu sur Terre. La fossilisation est un processus extrêmement rare qui ne nous laisse qu'apercevoir la surface de ce qu'a pu être la diversité à cette époque. On distingue dans tout ça deux grandes familles, les Saurischia, qui elles-mêmes comportent deux ordres, les théropodes, dinosaures bipèdes et principalement carnivores, eux-mêmes encore une fois divisés en plusieurs genres, qui comptent dans leur rang des spécimens comme le tyrannosaure, le vélociraptor ou l'allosaure, pour bien entendu ne citer que les plus célèbres. Les sauropodes, elles-mêmes encore une fois divisées en plusieurs genres. Les sauropodes englobent un grand nombre d'espèces herbivores quadrupèdes et identifiables par un long cou, comme le brachiosaure ou le diplodocus. L'autre grande famille sont les ornithischia. Les sous-ordres sont les Pisanosauridae, qui ne comportent qu'une seule espèce actuellement, le pisanosaure, un petit dinosaure herbivore bipède. Les Fabrosauridae, de petits dinosaures herbivores bipèdes considérés comme les ancêtres des dinosaures. Arrivent ensuite les Thyreophora, qui comptent dans ses rangs les dinosaures à armure comme l'ankylosaure ou le stégosaure. Ordre des Cerapoda, qui comporte les Ceratopsia, dinosaures cornus comme le Triceratops, les Pachycéphalosauria, comme les pachycéphalosaures, et les Hadrosauridae, qui comprennent les dinosaures appelés communément à bec de canard. Il existe encore d'autres sous-ordres, mais nous en resterons là pour aujourd'hui. L'idée est que vous puissiez voir comment ça se découpe. On rentrera dans les détails un autre jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les dinosaures n'étaient pas des géants. Beaucoup même, la plupart, n'étaient pas plus gros que les animaux que l'on connaît aujourd'hui. Certains étaient même très petits, comme le Compsognathus qui ne dépassait pas 1 mètre de long pour un poids maximum de 3 kg. On est loin d'un Diplodocus avec ses 30 mètres de long et ses 12 tonnes. Et vous allez voir au fil des épisodes qu'il existe des dinosaures bien plus gros et peu connus du grand public, qui feront passer le tyrannosaure pour un carnivore de seconde zone. Quant à leur disparition, ce fut et c'est toujours la grande question. Bien qu'à l'heure actuelle, tout le monde s'accorde à dire qu'une météorite aurait mis fin à ce règne de plusieurs millions d'années, ça ne serait pas la seule explication. Cette météorite n'aurait été que le coup final qui a mis un terme à une agonie qui suivit une grande période volcanique qui aurait déjà bien pu entamer le travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le règne des dinosaures était sur le déclin. Eh bien non, qu'on le veuille ou non, les dinosaures sont toujours parmi nous. Et pour être précis, ce sont les théropodes qui ont survécu, et nous les croisons tous les jours, parfois même dans nos assiettes. Et oui, je vous parle bien évidemment des oiseaux, qui sont les descendants directs de la grande famille des théropodes, qui comptait dans ses rangs le vélociraptor ou le tyrannosaure. Certains chercheurs essayent même à l'heure actuelle de recréer des dinosaures, à partir d'embryons de poulets. En faisant régresser cet embryon, ils arrivent à lui faire retrouver certains aspects primitifs, comme des dents et un museau plus reptilien que le bec. Et ils ont appelé cela un chickenosaure. Je pense que tu ne regarderas plus les oiseaux de la même façon. Voilà, ce premier épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Les prochains porteront sur une espèce à la fois. Et pour commencer, nous parlerons du Tyrannosaurus rex, sûrement le plus célèbre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la chaîne qui comprendra d'autres formats dont je vous reparlerai, et de mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Préhistorien. Bye!